Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Tatiana et puis on va parler un petit peu d'hypersensibilité, on va voir un petit peu son parcours, comment ça s'est passé pour elle. Et est-ce que tu serais d'accord déjà de dire comment est-ce que ça a commencé pour toi, comment est-ce que tu t'es rendu compte? Oui. Alors, déjà, au départ, je ne me suis pas rendu compte. Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à être, quand j'avais des amis qui allaient pas bien, j'étais pas bien avec eux, et limite, plus pas bien que eux, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et c'est vraiment à l'âge de il n'y a pas très longtemps, en 2019, je devais avoir 28 ans, que j'ai découvert en fait un petit peu tout ce qui est l'hypersensibilité, que je me suis rendu compte que en fait toutes ces sensations ou les fois où j'étais pas bien avec les gens autour de moi, ou qu'il y avait trop d'énergie, que j'avais mal à la tête ou des choses comme ça, en fait ça venait pas forcément directement de moi, mais de ce qui m'entourait, et que j'étais un peu comme cette éponge qui captait tout ça, qui prenait pour moi, mais sans le savoir en fait. Ouais, donc c'est tout récemment en fait. Ouais, donc comme moi, tu as vraiment eu ce phénomène d'éponge. Oui, exactement. Enfin, j'avais cette grosse empathie envers les gens. Comme je t'ai dit, quand il y a quelqu'un qui allait pas bien, je me mettais dans des états presque dramatiques, alors que les gens autour de moi me disaient mais ça doit pas te toucher plus que ça, voilà. Mais pour moi, j'arrivais pas à ne pas prendre pour moi. Et c'est justement après quand j'ai appris un petit peu qu'est-ce que c'est tout ça, de l'hypersensibilité, que je me suis rendu compte que fallait que j'apprenne justement à être empathique, mais à pas que ça me détruise moi en fait, parce que sinon j'allais tout le temps être pas bien en fait, tout simplement. Donc tu mélangeais un peu tes sentiments avec ceux des autres et puis c'était compliqué à gérer à l'intérieur. Et puis c'était surtout inconscient au départ, donc c'est ça qui était le pire, parce que quand t'as pas conscience, tu sais pas que tu peux faire quelque chose pour aller mieux, tu vois. Et du coup, tu as trouvé une technique ou un moyen de couper un peu ces énergies extérieures? Déjà, j'ai beaucoup lu des livres justement dans les 4 accords Toltec, de pas prendre les choses personnellement, etc. Et puis, je dirais que quand ça n'est pas dans des amis proches ou de la famille, j'arrive encore à garder maintenant un peu cette distance. Mais il y a des fois où ça reste quand même un petit peu difficile de ne pas prendre personnellement les choses quand c'est proche de moi. Donc tu fais pas de technique de méditation ou tu te fais pas une bulle autour de toi? Si, quand j'ai des moments, par exemple une journée de travail, je sais qu'elle va être un petit peu hard, j'imagine cette bulle autour de moi justement, que la lumière rentre, et puis les autres choses, ça doit pas me toucher. Ou même si j'ai oublié de le faire et que je suis dans un état un petit peu de stress, je me dis non, faut pas que ça m'atteigne, je dois pas laisser justement tout ce qu'il y a autour de moi venir me nuire moi. Donc des fois je me prépare un petit peu avant, comme tu dis, avec cette bulle, des fois pas parce que j'y pense pas, et puis sur le moment quand je prends conscience que ça commence à devenir trop puis que je prends trop, j'essaye de me recentrer un petit peu et de pas prendre. Et c'est quoi d'autre qui était compliqué pour toi avec cette sensibilité? Est-ce que tu as l'impression que ce soit dans un travail ou dans une relation, est-ce que tu sens que c'est compliqué? Alors, ça a été très compliqué dans une relation qui a été pour moi, ça a été ma première grosse relation. Et j'avais toujours ce rôle du sauveur, tu vois, quand tu n'as déjà pas conscience. Et je sentais que j'avais toujours besoin d'être avec des gens que je devais sauver. Je ne sais pas pourquoi, mais quelqu'un qui allait bien pour moi, c'était pas normal pour moi. Et forcément, je suis tombée dans une espèce de relation toxique où j'ai beaucoup sauvé l'autre au détriment de moi. Et c'est vrai qu'au départ, je ne me rendais pas compte. Donc moi, j'ai toujours été quelqu'un de très jovial, etc. Puis petit à petit, j'ai surélevé l'autre, puis moi, je m'enfonçais. Et autour de moi, il y a des gens qui me disaient « mais t'es plus comme avant, t'es un petit peu éteinte », puis je niais tout ça. Je disais « mais non, non, pas du tout ». Même au travail, on l'a eu remarqué. Et puis, j'ai commencé à accepter des choses qui n'étaient pas OK dans une relation, du style la personne moi j'ai des soucis avec le froid, par exemple, puis qui commençait à me reprocher « à cause de toi, on peut pas aller faire du ski » ou des choses comme ça. Alors que moi, j'interdisais pas ça, tu vois, pour l'autre. Et en fait, malgré que j'avais toutes ces choses qui étaient mauvaises pour moi, mon hypersensibilité faisait que j'étais quand même attachée à vouloir rester avec l'autre pour sauver, au détriment de ma presque santé à moi, mais de mon bonheur, surtout à moi, tu vois. Et c'est vraiment une fois que, déjà, c'est pas moi qui a quitté la personne, c'est la personne qui m'a quitté. Et au début, j'ai vu ça comme tout qui s'effondrait pour moi, en me disant, j'ai tout fait quelque part pour l'autre, puis on me remercie comme ça. Et c'est seulement quand j'ai remonté la pente, mais bien 2 ans après, que je me suis rendu compte en fait que mon hypersensibilité a fait que je me suis pas respectée, puis que j'ai accepté des choses qui n'étaient pas OK. Et aujourd'hui, je sais un peu où sont mes limites,
Ça n'empêche pas que des fois, tu as envie de faire un peu plus, puis après tu te dis non, attends. Mais ouais, ça m'a... Ouais, donc tu étais un peu la thérapeute de l'autre, ou en tout cas dans une relation ou une autre, tu as trop donné, quoi. J'ai trop donné, ouais. Ça, je pense, ça va parler à beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent jusqu'au jour où c'est trop. Et puis le corps lâche, ou on développe, je sais pas, une maladie ou quelque chose, puis on n'a pas le choix que de s'écouter un peu plus. Ouais, et puis comme je te dis, moi j'étais... À quelque part, moi, je me voyais faire ma vie avec l'autre personne, etc. Et je sais pas à quel point j'en serais arrivée si c'est pas l'autre personne qui m'aurait quittée. Mais moi, j'étais pas j'envisageais pas de quitter la personne, malgré que j'étais plus très heureuse, tu vois. Puis après, il y a cette peur aussi de te dire, ah, mais si on se sépare, je vais revivre seule. Puis moi, j'ai un peu ce syndrome de l'abandon, tu vois. Donc, ça n'a pas aidé. Et voilà. Donc, à quelque part, je remercie. Aujourd'hui, j'en veux pas à cette personne, dans le sens où je me dis, j'ai accepté toutes ces choses, à quelque part, tu vois. Et elle m'a permis de grandir aussi. Alors, bien sûr, sur le moment, je l'ai pas vu comme ça c'est sûr. Mais avec le recul, je pourrais pas avoir le recul que j'ai aujourd'hui, justement, si j'avais pas traversé tout ça. Et aujourd'hui, ça me permet, quand j'ai des personnes autour de moi qui me partagent des choses, de donner, avec mon vécu, ce que je ressens par rapport à la situation. Ouais, tu as réussi à en faire une vision positive. C'est ça. Plutôt que de rester dans la victime, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens des fois qui restent. C'est ça, il y a des personnes qui vont se dire c'est l'autre m'a fait souffrir, l'autre m'a fait ci, l'autre m'a fait ça. Mais à quelque part, on a cautionné toutes ces choses, tu vois, parce que j'aurais pu dire à un moment donné, en fait, c'est bon, je pars, parce que ça me correspond plus. Et il y a des gens qui arrivent, qui ont cette force de caractère de dire, en fait, non, c'est plus OK pour moi, je pars. Et moi, j'avais pas cette force-là, ou peut-être trop d'empathie, ou trop de peur d'abandon, justement, de me retrouver seule, que je suis restée jusqu'au bout. Et pour finir, l'autre est parti, à quelque part, heureusement pour moi. Et voilà, après, ça n'a pas été facile tout de suite de se reconstruire. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'est une mauvaise histoire, ça a été une belle histoire, je regrette rien de tout ce que j'ai vécu avec cette personne. Mais ça m'a permis de grandir. Oui, sans ça, tu n'aurais pas compris clairement certaines choses. Et puis, j'aurais peut-être enchaîné des schémas pareil. Et d'ailleurs, après cette histoire-là, j'ai eu tendance à re-rencontrer le même style de personne. Mais par contre, là, j'ai tout de suite eu le déclic de me dire, attends, tu es en train de faire le même chemin. Et là, je me suis dit, OK, j'ai compris aussi. J'avais consulté aussi une thérapeute qui m'avait donné ce déclic de me dire, tu n'as pas besoin de sauver tout le monde, en fait. Et en fait, ça m'a fait un déclic et je me suis dit, en fait, c'est vrai. Je peux aussi être dans une relation qui va bien. Ça aussi, je pense que ça va parler à beaucoup de monde qui nous regarde. Beaucoup sont dans le truc de « je veux sauver ». Et jusqu'à qu'on n'ait plus d'énergie, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu as sensibilité par rapport à un travail ou à une passion? Est-ce que tu as pu relier ça avec quelque chose? Alors, déjà avec la musique. Okay. Parce que moi, je compose, il y a des périodes plus que d'autres, mais j'ai écrit 2-3 textes qui parlent de la mort ou de l'amour ou des choses comme ça. Tu chantes? Ouais, avec la guitare. Et autrement, j'ai créé ma page Facebook en 2019, le Guide Indigo, où depuis là, en fait, je cherchais à de nouveau un moyen de pouvoir aider le plus de monde, le plus facilement possible. Et un matin, je me suis réveillée avec cette idée du message du jour. Et depuis là, j'ai commencé à partager des petits messages. Des fois, c'est vraiment des pensées qui me traversent. Des fois, je prends un oracle ou un tarot, je sors 2 cartes, je regarde qu'est-ce que ça me passe comme message, puis je l'écris. J'ai fait des horoscopes, des choses comme ça. Et pareil, après, j'ai fait aussi, un peu comme toi, des fois des vidéos sur... des fois, dans les commentaires, tu vois des gens qui rebondissent sur des choses et tu te dis « Ah tiens, je vais faire une petite vidéo sur ça. Et pareil, en partageant mon vécu, de nouveau, je ne dis pas que j'ai la science infuse, je ne dis pas que tout ce que je partage, c'est vrai à 100%, juste à 100%. Mais avec moi, ce que j'ai expérimenté, je peux donner un peu mon point de vue, puis des fois, ça peut aider des gens. Justement, cette hypersensibilité qui peut être des fois, quand on la maîtrise pas très bien, plus destructrice que positive au début. Et voilà. Ouais, ce qui est cool chez toi, c'est que j'ai l'impression que c'est tout un parcours. Et puis maintenant, tu as compris des choses pour toi et tu les retransmets plus loin. C'est ça. C'est pas juste une mode de thérapie. Non. Voilà. Ouais, c'est vraiment, en fait, moi, tout ce que je partage, c'est du vécu. Et du coup, tu peux que parler d'un sujet, je pense, bien, si tu l'as vécu, que si tu as lu dans un livre, que si tu as ça, c'est que... Oui, complètement. Voilà. Complètement. Donc,
Donc même si tu as lu les 4 accords, je pense comme beaucoup de monde. Ouais, exactement. C'est clair qu'il faut souvent revenir à ça. Hein. Moi aussi, j'y repense souvent. Parce que de réapprendre personnellement, c'est hyper important, ces choses-là. Mais en même temps, c'est toute ta vie qui fait que tu es maintenant comme tu es. Et puis tu transmets ce qui te parle à toi. C'est ça. Clairement. Puis les gens qui me suivent, c'est des gens, je pense, qui vibrent la même chose que moi, qui vivent ou ont vécu la même chose que moi. J'ai eu des témoignages assez touchants de personnes qui m'ont écrit que ce que je partageais les a fait rendre compte de ce qu'ils vivaient, ce qu'ils cautionnaient peut-être depuis trop longtemps, et qu'ils ont réussi à travers mes vidéos à se dire en fait stop, j'arrête là parce qu'en fait c'est plus ok. Et rien que quand tu as 2 ou 3 personnes qui te disent merci pour ça, je me dis ok, continuons de partager parce que moi je le fais pour aider, mais j'en ai aucune idée de qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran, tu vois. Donc non, c'est cool. Et du coup, de ta famille ou de tes amis au départ, est-ce qu'ils ont compris cette hypersensibilité ou est-ce que tu t'es sentie mise à côté? Alors, dans mon adolescence, non, j'étais pas très comprise de mes parents parce que justement, quand tu as 16 ans, on te dit c'est la crise d'adolescence, c'est bon, voilà, arrête, machin. Donc non, c'était pas spécialement compris. En plus, mes parents maintenant sont un peu plus ouverts, mais au départ étaient assez cartésiens, tu vois, avec leurs idées et tout ça. Et puis, voilà, j'ai eu un chemin de vie qui a fait qu'ils se sont remis en question. Donc, je suis très contente pour ça parce que de nouveau, il y a des familles ou des amis qui vont pas se remettre en question. Puis ça fait que tu parles plus à ton papa, tu parles plus à ta maman, tu parles plus à tes amis. Moi, j'ai eu cette chance que mes parents, ça a été dur au départ, mais après, se sont ouverts. Et puis maintenant, même s'ils sont pas à 100% à fond là-dedans, ok, ma fille, elle fait ça, ça a l'air d'aller, tant mieux pour elle. Donc maintenant, je pense qu'ils ont un peu grandi malgré eux au travers de moi. Je sais pas comment dire ça, mais je suis très contente. Moi, de nouveau, je force personne à me croire, je force personne à me suivre ou quoi. Mais bon, quand les personnes elles font le chemin avec toi, c'est cool. C'est beau de voir cette résonance. Ouais, exactement. C'est ça. En tout cas, même s'ils sont peut-être pas à fond là-dedans, il y a du respect. Et c'est ça qui est important. Et puis il y a eu plein d'événements qui ont fait que malgré eux, ils ont été un petit peu sur le fait accompli en se disant ok, il y a des choses qu'on peut pas comprendre. Il y a peut-être quelque chose qui se passe. On voit pas tout, on comprend pas tout avec la tête, mais il y a quelque chose. Clairement. C'est un peu ça. Clairement. Est-ce qu'avec ta sensibilité, tu trouves que c'est plus difficile avec les humains en général dans la foule? Est-ce que tu as l'impression d'être soit devenu un peu plus solitaire ou d'avoir besoin de plus en plus de moments pour toi? Je dirais ça dépend. J'aime les deux. Moi, j'adore le contact humain et j'adore mes moments aussi, je suis avec moi. Tu vois. Alors, je pense que c'est une question il y a des jours où peut-être je me sens plus pleine d'énergie, où je peux, ou avec les foules, où ça me dérange moins. Puis il y a des périodes peut-être où dès que je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde, ça va tendance à m'angoisser un petit peu plus. Mais je vais quand même à des concerts ou à des choses comme ça, je me prive pas non plus. Après, il y a des fois où si je sens que c'est trop, qu'il commence à y avoir beaucoup trop d'énergie, je vais éviter aussi. Je comprends. Parce que pour moi, typiquement, s'il y a 300 personnes, c'est compliqué, tu vois. Après, si c'est des groupes de 5, 10, ça peut encore aller. Oui, et puis après, ça dépend, je pense, de l'ambiance générale, de l'énergie générale. Après, je pense que je jauge un peu comme si tu as une batterie. Puis suivant l'énergie, elle va se vider plus vite que d'autres fois. Et puis du coup, tu as des seuils de tolérance qui ne sont pas forcément pareils suivant les événements. C'est un peu au cas par cas. Mais j'adore aussi mes moments à moi. D'ailleurs, c'est là où j'ai eu beaucoup d'inspiration. C'est les moments typiques où je suis au bord du lac, je marche, et sans musique, sans rien, dans mes pensées. Et c'est là où j'ai « Ah tiens, je pourrais parler de ça » ou « Ah tiens, j'ai une remise en question qui vient » ou tu vois. Donc j'ai besoin d'avoir ces deux équilibres, autant de partager avec les gens, puis autant ce côté où j'ai besoin de me retrouver seule avec moi, à écrire, à lire, à être dans mes pensées en fait, tout simplement. Ça te fait ton équilibre, quoi. C'est ça. Exact. Maintenant, si on parle un peu plus du côté énergétique, est-ce que toi, tu fais quelque chose? Alors, je comprends bien, tu utilises des oracles, des choses comme ça. Exact. Mais est-ce que ça t'arrive, par exemple, de ressentir, je sais pas, des anges, des défunts, des énergies spirituelles? Oui, alors, je peux te partager 2-3 petits trucs. Donc, c'est vrai que moi, le guide indigo, c'est guider à quelque part. Et j'ai compris que mon chemin à moi, c'est de guider les gens. Alors, de nouveau, je me mets pas sur un... Voilà. Mais avec mon parcours, c'est pour ça que je partage tout ça, pour aider les gens qui sont peut-être sur le même chemin que moi. Voilà. Je fais ça notamment avec les oracles, les tarots.
Oui. C'est mon GPS un petit peu, si tu veux. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'autrement, je n'ai pas de vision de défunt ou des choses comme ça. Par contre, il m'est arrivé quelques petites choses que je ne peux pas expliquer. Notamment, j'ai fait de l'acupuncture à Lausanne. Et puis, au moment où il m'a laissé dans la pièce avec les aiguilles, il reste 20 minutes, quelque chose comme ça, donc dans le noir complet, j'étais comme ça, et puis j'ai pas fermé les yeux parce que moi j'ai un peu peur du noir. Okay. Et donc j'attendais dans cette pièce toute noire, et j'ai commencé à penser à l'archange Michael. Parce que c'est une période où je parlais beaucoup de l'archange Michael avec une amie. Et voilà, je lui ai demandé s'il pouvait se manifester à moi, puis s'il pouvait m'aider à traverser une période là. Et tout d'un coup, il y a eu un flash de lumière bleue, mais un bleu roi magnifique, qui a transpercé la pièce, comme quand il y a un éclair, tu sais, au dehors, puis que ça illumine un peu ta pièce. Et je ne sais pas t'expliquer, sur le moment, c'est comme si le temps s'était arrêté fraction d'une seconde. Donc c'était la première fois... Les yeux ouverts? Ouais, les yeux ouverts. Okay. Oui, je voulais pas les fermer parce que j'avais un peu peur, tu vois. Ouais. Donc j'étais vraiment avec les yeux ouverts dans le noir, comme ça, à attendre que le temps passe et à penser dans ma tête, en fait, justement, à cet archange et tout ça. Et il y a eu ce flash comme ça au plafond. Et je sais pas, c'est vraiment indescriptible. Tout mon corps a vibré, j'ai eu chaud, j'ai eu froid, j'étais en gratitude, j'ai pleuré. Et je comprenais pas en même temps, parce que comme je t'ai dit, j'ai jamais eu de vision, une chose comme ça. Et je me suis dit, mais attends, l'archange Michael, je sais qu'il a une aura bleue magnifique. Là, ça coïncide, tu vois. Bon, bref, j'ai dit merci. J'étais vraiment en gratitude de ce qui venait de m'arriver. J'ai pas compris. Je sors de là. En plus, c'était période décembre. La dame qui marchait devant moi pour retourner à la gare, elle avait un sac, puis il y avait un petit ange dessus. Je me suis dit, bon, ok. Ouais. Quelques temps après, donc je sais pas si ce cabinet il a des énergies particulières, tu vois. J'ai rêvé de mon grand-père qui est décédé quand moi j'avais 2 ans et demi. Donc en fait je l'ai très peu connu. Par contre, au travers justement de mon parcours, avec des médiums que j'ai pu voir, il s'est souvent manifesté. Donc j'ai réappris à le connaître, on va dire, au travers de ces personnes. Oui. Et je lui ai toujours dit, tu peux pas venir une fois dans mes rêves, qu'on parle. Enfin, j'ai envie de te voir, d'avoir un souvenir neuf de toi. Et à force, une nuit, j'ai rêvé de lui. Et dans mon rêve, il était là. Et j'ai dit, t'es enfin là? Puis il me dit, oui, j'ai essayé de venir, mais je sais pas si t'allais me voir, etc. C'est un rêve qui n'en est pas un, parce que je me rappelle vraiment avec tous les détails aujourd'hui. Et le lendemain, j'allais justement au cabinet. Donc, de nouveau, même scénario, j'étais dans le noir avec mes aiguilles pendant 20 minutes à attendre. Je regardais le plafond. Et j'ai repensé à tout ce dialogue avec mon nono. Et à ce moment-là, c'est la pièce entière qui s'est illuminée en blanc. Okay. Cette fois. Donc vraiment... comme quand tu sais que tu as un flash d'appareil photo, c'est vraiment un plic, comme ça. Et là, il n'y avait pas de fenêtre dans cette pièce, je précise aussi. Voilà, et c'était à plein jour et la pièce était vraiment dans la nuit. Et j'avais de nouveau les yeux ouverts et de nouveau un peu le même scénario qu'avec justement cet ange. Et je ne peux pas expliquer. Dans ton corps, tu as senti quelque chose, ça fait vibrer. Oui, parce qu'en fait, au moment où dans ma tête, j'avais ces paroles, on m'a dit « je suis venue, je ne sais pas si tu allais me voir », il y a eu ce flash. Tu vois ? Et je me suis dit, ok, est-ce que c'est une double confirmation que mon rêve n'était pas vraiment un rêve? Et même si je voudrais expliquer rationnellement, je pourrais même pas te dire qu'est-ce qui aurait pu se passer à ce moment-là, parce que il y avait pas d'ampoule allumée qui aurait disjoncté, il y avait pas d'autre chose dans la pièce, il y avait pas un appareil photo caché à un endroit qui m'aurait fait un flash, tu vois. Et de nouveau, j'ai eu chaud, j'ai eu froid, en fait, au fond de moi, je pense que j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'autre. De plus, ouais. Souvent, enfin, de mon point de vue, quand il y a une vision plus une sensation dans le corps, ça fait quand même 2 éléments. C'est ça. Voilà. C'est pas juste qu'on ferme les yeux puis on fait une méditation. C'est exactement ça, On a les yeux ouverts, on est conscient de tout, et puis pourtant, ça vibre, ça, je pense que ça pourra parler peut-être à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Des sensations physiques comme ça, on les invente pas. Non. C'est pas le corps qui crée quelque chose de Non, de puis surtout quand tu as un flash comme ça, tu vois, limite des frissons, des fois tu peux te dire, bon, peut-être j'ai eu froid, puis il y a eu le frisson. Mais là, j'ai vraiment eu ce flash qui a illuminé toute la pièce. Puis de nouveau, j'étais pas en train de penser à ma liste de commission, tu vois, je pensais à vraiment à mon nouno, quoi. Voilà. Ouais. Non, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. Puis je pense que c'est important que ça reste peut-être aussi un peu inexpliqué. Et puis c'est ton histoire, et puis tu l'as senti au fond de toi, et puis c'est gravé dedans, quoi. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Et après, dans ma jeunesse, justement quand j'avais 16 ans, c'est là où j'ai eu la première fois en fait quelque chose qui s'est passé. On habitait dans un petit village un petit peu dans les Hauts, et il y avait il y a un château
tout au château du Châtelard. Et en fait, je pense qu'à l'époque, ma maison, enfin où j'étais, c'était relié au château directement. Et en fait, depuis qu'on habitait là, je me sentais pas bien. J'avais tout le temps peur le soir. Pourtant, ma chambre était à côté de celle de mon frère. Mais j'étais tout le temps avec cette peur que quelque chose allait m'arriver, en fait. Et du coup, le soir, je devais m'endormir déjà avant mes parents. Je dormais avec le duvet au-dessus de ma tête, la porte fermée à clé avec une veilleuse, tellement j'avais peur et tellement j'étais mal dans cette maison. Donc nous, pour mes parents, c'était ma crise d'adolescence, tu vois, c'était pas une raison particulière. Toutes les nuits à 3 heures, je me réveillais, impossible de me rendormir, enfin voilà. Et jusqu'à ce que, une nuit où j'étais réveillée avec mon duvet comme ça, j'étais sur le ventre dans mon lit et j'attendais que le temps passe parce que il fallait que ce soit le matin, j'ai senti quelque chose m'agripper la cheville. Ça a vraiment fait en fait un pincement comme ça, si tu veux. Et là, au quart de tour, je me suis retournée, j'ai regardé dans ma chambre, bien sûr, il n'y avait rien. Va expliquer ça après à tes parents. Mes parents ne m'ont pas cru forcément, mais n'empêche que ça a été la chose la plus marquante qui m'est arrivée. La première chose, et surtout flippante. Ouais. Les autres ont été un peu plus calmes, heureusement. Mais ouais, et ça, j'ai jamais pu l'expliquer de nouveau pourquoi. Et ce qui est très drôle, quand on a déménagé de cette maison, du jour au lendemain, mes nuits étaient parfaites, j'étais super bien. Ouais. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui n'était pas très content qu'on soit là et puis qui voulait qu'on parte assez vite. Mais ça n'a pas envahi plus que ça après, par la suite? Non, par la suite, non. Du moment où on a déménagé, qu'on est parti là, c'était tout ok, tout était réglé. C'était vraiment cette maison. Il y a eu plein de choses en plus, pas que moi, mais des soucis de santé des personnes de ma famille. Plein de petites choses qui étaient bizarres. Et du jour au lendemain, on est parti de là. Et... Donc là, je pense que c'était vraiment le lieu qui avait quelque chose, une entité ou je ne sais pas, qui fait que... Est-ce que je me trompe ou dans ta vie, quand tu as une idée de quelque chose, est-ce que tu as un caractère assez de décider un truc, ensuite de t'y tenir et puis d'avancer jusqu'à que ça se passe en fait? Donc un caractère quand même fort, quand tu décides quelque chose. Oui, je suis un peu butée des fois. Ok, d'accord. Non, mais je pose la question parce que je pense que ça t'aide peut-être pour le fait de ne pas être tout le temps comme une éponge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent submergés. Et en tout cas, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou des gens que je discute, peut-être aussi sur ta page Facebook, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont comme une éponge tout le temps. Et je pense d'avoir un caractère un peu solide, puis de se dire ça j'ai envie, ça j'ai pas envie, je pense que ça t'aide en fait. Ça m'aide, mais je ne l'avais pas tout de suite au début, tu vois, c'est vraiment avec le temps, comme j'ai dit, j'ai fait du développement personnel, j'ai fait un petit peu des cours, tout ça, j'ai lu. Donc, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et puis, comme j'ai dit, il y a des jours où c'est plus facile que d'autres à mieux gérer aussi ça. Mais oui, à un moment donné, c'est toi, c'est ta vie. Et si tu décides que c'est les autres qui vont la diriger, tu te laisses envahir partout. Et si tu dis non, il faut que je mette mes limites parce que je veux bien donner ma main, mais je peux pas donner mon bras et mon corps entier. Sinon, ma vie à moi, elle se résume à quoi, tu vois. C'est ça. Donc, c'est... Voilà. Oui, de nouveau, c'est tout ton parcours qui fait cette force aujourd'hui. Je pense que c'est hyper important. Et ça parlera à beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment trouver cette force. Et puis comme tu dis, c'est le chemin, puis c'est le temps qui va... Oui, puis des fois, tu te dis, mais j'ai beaucoup de gens moi, qui me disent, quand je dis, tu dois te choisir toi en premier parce que c'est ta vie. Et si toi, tu ne prends pas soin de toi, qui va le faire à ta place en fait? Parce que les gens attendent toujours que, oui, mon mari va prendre soin de moi, ou mes parents, ou mon enfant, ou je ne sais pas qui, tu vois. Mais c'est important que... C'est pas égoïste en fait de se choisir en premier. Parce que sinon, si toi tu ne choisis pas, en fait, tu vis même plus pour toi, tu vis pour tout ce qui t'entoure. Et moi, je donne toujours l'exemple, parce que des fois, c'est des mamans qui sont dévouées à leurs enfants corps et âme, et puis elles s'oublient, elles. Et je donne toujours cet exemple qu'on m'a donné un jour, si tu es dans un avion et qu'il y a les masques qui tombent, tu vas le mettre à qui? À toi en premier ou à tes enfants? Et moi, j'ai eu des mamans qui m'ont dit, mes enfants en premier. Parce que, tu vois, mais je dis, non, à toi. Parce que si tu as 2 enfants, tu mets au premier, puis après, tu t'évanouis parce que toi, tu n'as plus d'oxygène, puis le deuxième. Donc toi en premier, puis après tu aides autour de toi. Mais si toi tu n'es plus là, c'est ça. Tu vois. Et c'est pas toi en premier. Le but c'est pas de laisser souffrir les autres, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est d'avoir l'énergie pour aider l'autre. Exact. C'est ça. Et ça c'est important aussi d'avoir l'énergie pour aider les autres parce que de nouveau tu peux pas aider ou donner si toi ta batterie elle est à plat. Tu vois. Et puis il y a des fois justement où moi je me suis retrouvée dans cette situation-là où moi j'étais déjà KO. Et puis aussi une image qu'on m'a donnée, si je sais pas, tu rentres de ta journée, t'es fatigué, tu veux juste faire ton plateau télé et voilà, et puis que là il y a ta meilleure amie qui t'appelle et puis qui te dit ouais il faut que je te raconte avec machin, puis que c'est la 15e fois que tu la conseilles, t'as 2 choix. Soit tu lui dis écoute ce soir je peux pas, j'ai déjà quelque chose de prévu, on peut s'appeler demain quand toi tu seras reposée et prête à l'écouter.
Ou alors tu la laisses t'envahir entre guillemets et puis tu laisses ta soirée enfin tu prends pas ta soirée, tu l'écoutes 2 heures au téléphone, tu vas te coucher, t'es encore plus vidé que t'étais déjà vidé, tu vois. Ouais. C'est pas égoïste, mais c'est important de penser à soi pour pouvoir aider aussi plus loin après. C'est ça. Et quand on dit oui, pour finir, on regrette d'avoir trop dit oui. Ouais. On est de plus en plus fatigué et puis ça et tient puis, pas. Puis t'arrives plus à suivre dans ta vie, dans ta vie personnelle, t'as plus de créativité, t'as plus de joie de vivre, t'as plus rien en fait. Oui. Donc c'est pas égoïste, mais c'est simplement savoir mettre des limites et savoir dire non. Et dire non, c'est pas... Pour moi, de nouveau, si la personne, elle est... comment on va dire ça ? Si c'est vraiment un ami, si c'est vraiment quelqu'un qui tient à toi, il va se dire « Ok, elle est fatiguée, c'est pas grave, on se voit demain, on se voit la semaine prochaine. Oui. » Par contre, si c'est quelqu'un qui va te faire des reproches en te disant « Oh mais ça fait une semaine qu'on avait prévu ça et tout. » Est-ce que cette personne, au final, elle veut du bien pour toi ? C'est vraiment une amitié ou quelqu'un de si important que ça. Ouais, c'est ça. Parce que moi, y a quelqu'un qui annule à la dernière minute parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a une grosse journée. Ok, c'est pas grave. Ouais. Repose-toi et puis on refait ça une autre fois, c'est pas grave. Ouais. Ouais. Donc, est-ce que pour toi, tu as des choses dans ton hygiène de vie, de ta façon, que ça peut être dormir, la nourriture, est-ce que tu as des choses qui ont changé depuis que tu t'es ouverte à tout ça? C'est des choses qui te dégoûtent, par exemple, ou des choses que tu as transformées? Alors, pas tout au début, mais c'est vrai que la viande, je mange beaucoup moins. Okay. Ouais. Et alors, c'est pas du tout que je suis pro-végétarienne ou quoi que ce soit, mais en fait... Au tout début, ça m'a pas fait. Mais en fait, plus j'avance dans mon parcours, et c'est malgré moi, j'ai envie de dire, plus je me rends compte qu'en fait, alors ça m'arrive tout à fait de manger un burger, du poulet, quoi, mais je mange un cadavre. En fait, c'est bête à dire, mais je mange quelque chose qui est mort. Ouais. Et moi, personnellement, des fois, je me remets en question, je me dis, en fait, est-ce que j'ai envie de donner ça à mon corps, tu vois? Alors, comme j'ai dit, ça m'empêche pas du tout des fois d'aller à McDo prendre un burger, des fois d'aller ailleurs. Quand je suis... Voilà, mais c'est vrai que personnellement, j'en mange beaucoup moins qu'avant. Et avant, c'était poulet tous les jours. Enfin, j'étais dans cette période aussi très fitness, musculation, tu vois. Ouais. Donc, beaucoup. Et je sais pas, il y a un dégoût aujourd'hui, lié à ça peut-être ou pas, je sais pas, mais... Ouais, en tout cas, ça s'est fait naturellement. Oui. C'est pas que je me suis conditionnée de me dire que c'est vraiment avec le temps que ça m'a moins attirée. Ouais, parce que typiquement, moi, si je parle pour moi, tu vois, avant je fumais beaucoup, j'ai arrêté de fumer. En fait, il y a des choses qui m'ont dégoûté au fur et à mesure que je me suis connecté simplement avec mon guide. Tu vois, ça a changé pas mal de choses. Ouais. C'est pour ça que je te demandais s'il y avait un truc, t'as pas fumé ou t'as pas... Non. T'as pas été dans une addiction? Non, alors la nourriture. Ok. Ouais, la nourriture. Alors de nouveau, moi j'ai fait de la boulimie non vomitive, donc c'est sûr que je mangeais beaucoup. Je pense que c'est lié aussi à mon fait de l'abandon. Donc en fait, quand je me retrouvais seule chez moi, je compense avec de la nourriture. Tu remplis en fait. Je remplissais. Et je remplissais, c'est vraiment, on me disait oui, mais bon, c'est facile. Enfin, tu sais que tu as du chocolat, mais tu le manges pas, ou tu vois. Mais en fait, je sais pas comment dire, c'est quelque chose qui imprègne de toi. Et même que tu vas résister à la dernière minute, tu vas aller ouvrir l'armoire et puis tu prends ce qu'il y a, quoi. Ouais. Et ça, c'est arrêter. Je pourrais vraiment dire arrêter aujourd'hui. Alors, on n'est jamais à l'abri d'eux. Je sais que dans ces troubles, anorexie et tout ça, tu es toujours un petit peu, même peut-être avec la cigarette, je sais pas, mais tu es toujours sur le qui-vide. Il peut y avoir une rechute. Mais depuis que je suis en couple et que je vis plus seule, peut-être que cet abandon n'est plus là. En tout cas, j'ai plus ce besoin de me remplir comme ça, comme avant, de nourriture à l'extrême. Ouais. Et même dans mon alimentation, c'est vrai qu'avant, tu vois, j'allais au restaurant, c'était le restaurant, il fallait que je prenne un dessert, il fallait que je ressorte vraiment pleine. Et maintenant, ça se fait tout seul, je mange, mais quand j'ai plus envie, je m'arrête. Alors qu'avant, je me forçais, il fallait que je finisse, puis peut-être je vais prendre encore un chocolat après. Ouais. Donc j'ai plus ce besoin de remplir. C'est du respect pour toi. Ouais. Là aussi, je pense que plus on avance sur le chemin, plus on a moins envie de se faire du mal. Ouais, je pense qu'il y a une conscience qui se développe différemment et je me suis dit, ok, ce qui permet qu'aujourd'hui, tu vois, avant, j'étais très restrictive dans mon alimentation aussi, je faisais très attention. Alors, McDo, je l'ai banni pendant 1000 ans, le chocolat, les pâtisseries, tout ça. Et ce qui faisait peut-être aussi que j'avais justement ces crises aussi à des moments. Et aujourd'hui, je mange vraiment de tout. Il n'y a rien où je me dis, ça, c'est, mon Dieu, il ne faut pas que je prenne. Ouais. Et en fait, le fait de pouvoir avoir accès à tout aussi, ça fait que j'ai plus envie de autant et je me permets de tout. Et donc, je mange vraiment varié et de tout maintenant et je suis en meilleure forme physique qu'avant, je faisais beaucoup de sport, je faisais très attention à ce que je mangeais et que j'avais 10 kilos en plus. Ouais. Tu vois ? Donc, tout s'est régulé, en fait. Ouais, exact. C'est ça. Ouais. Que ce soit le poids, que ce soit un peu le côté addiction, de se remplir. Ouais. C'est un peu ça. C'est ça.
Si on devait terminer un petit peu cet entretien, est-ce que tu aurais un conseil à donner à peut-être des gens qui sont un peu perdus, qui sont hypersensibles, qui captent tout le temps, et puis qui ont l'impression de subir en fait cette sensibilité? Je pense qu'une chose qui est importante, c'est de ne pas oublier qui on est, de rester soi-même. Et puis, bien sûr, quand on est hypersensible, on va avoir tendance à vouloir plaire un peu à tout le monde pour satisfaire tout le monde. Puis, dans tout ça, on s'oublie. Typiquement, tu as une décision à prendre, tu n'es jamais sûr de toi, tu fais quoi? Tu vas demander à 3 copains. 3 copains qui ont des avis différents, et toi, tu es encore plus perdu à la fin parce qu'en plus de toi, ton avis de base, tu en as 3 autres. Donc, c'est apprendre à se faire confiance. Je pense que ce n'est pas évident au début, pas hésiter à se faire aider. Comme j'ai dit, moi, il y a des thérapeutes qui m'ont aidé, des médiums qui m'ont aidé. Des fois, c'est des simples prises de conscience. Des fois, on a l'impression qu'on doit faire, mon Dieu, un chemin. Mais c'est des fois des simples prises de conscience qui te font un déclic et qui disent « Ok, j'ai compris, en fait, peut-être que ce n'était pas le bon fonctionnement. » De se dire aussi, si on fait tout le temps la même chose et qu'on arrive tout le temps au même résultat, peut-être que c'est pas le bon chemin à suivre, peut-être qu'il y a un autre chemin à prendre, même si cet autre chemin, il peut nous sembler bizarre, mais peut-être que c'est le bon au final. C'est cette zone de confort aussi qu'on n'ose pas prendre et puis qu'au final, des fois, nous réserve des belles surprises aussi. Typiquement, les genres de relations où tu as un idéal en tête, tu vas toujours aller vers ce type d'idéal, mais ça ne marche jamais. Et peut-être que justement, cet idéal que toi, tu t'es mis en tête n'est pas le bon pour toi et qu'en fait, c'est peut-être ton opposé qui est bon pour toi, tu vois. Mais je dirais vraiment de ne pas s'oublier, de suivre en fait sa voie. S'il y a quelque chose qu'on aime faire, pas laisser les gens nous déstabiliser. Moi, si je reviens à tout mon parcours, au tout début, tu vois, quand j'ai commencé à faire des cours de parapsychologie, mon papa, qui est quelqu'un de très cartésien, il m'avait dit « Mais ça va te servir à quoi en fait dans ta vie, ça ?» Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu vois, j'étais un peu balancée entre le fait que c'est mon papa, je veux qu'il soit fier de moi. Puis en même temps, je me suis dit « Mais c'est la première fois de ma vie où je fais quelque chose où j'ai l'impression que c'est utile pour moi, que c'est mon chemin et que je me retrouve avec des gens qui vibrent la même chose que moi, qui voient la vie peut-être de la même manière que moi. » Alors je lui ai répondu, je sais pas où ça va me mener, mais je sais juste que c'est là où je me sens bien maintenant et que j'ai envie de continuer. Et tu vois, au jour d'aujourd'hui, on en rigole des fois avec mon papa de ça, mais je lui ai dit, tu te rends compte que si ce jour-là je t'avais écouté, je me serais dit, il a raison, en fait, ça va mener à quoi? J'arrête. Je serais peut-être encore dans ma chambre avec tous mes soucis ou mon hypersensibilité qui m'envahit ou autre. Et le fait que là, je me suis dit non, je sais pas où ça va me mener, mais je sens juste que c'est là où je me sens bien, je vais dans ce chemin. Et de nouveau, je pense un conseil, quand vous faites quelque chose qui vous rend heureux, c'est de continuer malgré peut-être le fait que les gens vont peut-être vous critiquer, parce que de nouveau, on en parlait avant, mais on va jamais plaire à tout le monde, c'est pas possible. Et puis il y aura toujours des gens jaloux qui vont dire « Ouais, mais t'as vu l'autre ce qu'elle fait et tout ça. » Mais pour moi, si tu suis ton chemin, déjà, ça va faire du tri, ça c'est sûr. Mais les vrais qui vont rester, c'est les bons, quelque part. Parce que de nouveau, des amis qui critiquent, est-ce que c'est des vrais amis? Tu vois? C'est pas toujours facile parce que bien sûr, quand on s'éloigne de gens avec qui on était proche, c'est pas évident. Mais il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer et ça, personnellement, je l'ai vécu aussi. Et ces nouvelles personnes, elles seront avec ton énergie. C'est comme si tu étais un peu au niveau 1, puis que tu es passé au niveau 2, tu laisses des gens qui sont restés au niveau 1, puis tu rencontres des gens qui sont au niveau 2, au même niveau que toi. Et de nouveau, c'est sans prétention ou quoi, mais c'est juste le chemin. Donc, donc tu as l'impression qu'il faut un petit peu tenir. Quand tu as une idée, par exemple, une intuition, il ne faut pas sans arrêt revenir en arrière, mais il faut tenir bon pour passer des étapes. C'est ça. Et puis, c'est pas facile, comme j'ai dit. Des fois, pour certains, force de caractère, c'est plus facile que pour d'autres. Mais de ne pas laisser les doutes des gens vous envahir. Parce que souvent, c'est les doutes des personnes à qui tu vas demander des conseils qui vont te freiner. Typiquement, là, mon papa, il s'est dit, mais attends, il y a un truc, c'est pas une formation, c'est pas reconnu, il n'y a pas de diplôme à la fin, elle va où, ma fille, tu vois? Donc, pour lui, c'était ses peurs, au final, qui projetaient sur moi, sauf que cette fois, je me suis dit, je les prends pas. Parce qu'elles m'appartiennent pas, et moi, je sens que ça me fait du bien. Donc, je continue sur ce chemin, quoi. Donc voilà. C'est cool. En tout cas, tu as réussi à tenir un bon bout. Et puis, maintenant, je pense que tu sens que ça te fait du bien. Et du coup, tu n'as plus envie d'arrêter de fonctionner comme ça. Maintenant, ça fait partie de moi et je ne pourrais pas arrêter aujourd'hui de partager ce que je partage, en fait. C'est pas que c'est une obligation. De nouveau, tout ce que je fais, tous les posts, toutes les choses, c'est pas pour avoir des vues, c'est pas pour avoir des abonnés en plus, c'est pas pour je sais pas quoi, c'est parce que je sens que, tiens, aujourd'hui, je vais parler de ça. Puis il y a des jours où d'un coup, je vais poster 2 vidéos parce que j'ai beaucoup d'inspiration. Puis des fois, pendant 2 semaines, je ne vais pas en poster parce que je n'ai pas d'inspiration, tu vois, ou je n'ai pas un message à sortir, je ne sais pas. Donc, oui, tu n'es pas juste dans le faire pour faire. C'est ça.
Si ça vient, c'est génial. Voilà. Si elle étincelle, c'est cool. Et puis sinon, tant pis. J'ai toujours été très spontanée pour ça, dans n'importe quoi, où d'un coup, je vais vivre un truc. Pas plus tard que la semaine passée, il m'est arrivé un truc avec mon guide. Et puis, je prends ma vidéo, je le tourne. J'étais chez ma grand-mère, tu vois. J'allais chez ma grand-mère. Mon guide s'appelle Arthur. Okay. J'ai eu beaucoup de signes, dont un avec mon papa. Comme je te disais, mon papa qui était pas très ouvert à tout ça. Un jour, j'étais en voiture avec mes parents. Et puis, dans ma tête, je parlais à ce guide. Puis, on m'a toujours dit, demande des preuves. Puis je dis, mais est-ce que je peux avoir ton prénom? À savoir que c'est pas le truc le plus important à savoir, mais bon, ma curiosité faisait que. Et j'avais ce Arthur qui venait en tête, et je me suis dit, mais bon, maintenant il me faut une preuve. Et dans mes pensées, j'entends, demande un prénom d'homme à ton papa. Et puis, on était en voiture avec mes parents, je me suis dit, je demande à mes parents. Et ça insistait sur le fait que c'était mon papa à qui je devais demander. Donc mon papa conduisait, puis donc on était en Italie, on est italiens nous, de base. Et puis je dis, tu peux me donner un prénom d'homme? Et là, je me suis dit, s'il me parle de Arthur, enfin, j'en avais jamais parlé à mon papa, donc voilà. Et là, il me sort en italien Arturo. Okay. Arthur. Et là, je me suis dit, attends, c'est pas possible. Ouais. Comment t'es arrivé à ce prénom-là? Puis il me dit, je sais pas, j'ai pensé à la lettre A. Et puis vu qu'il n'avait pas de prénom qui lui venait, il a pensé à Casa de Papel, la série, où il y avait Arturo dedans. Excellent. Et paf, il m'a sorti ce prénom-là. Ouais. Et là, je me suis dit, ok, est-ce que c'est de la télépathie? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Tu vois, j'ai trouvé drôle que ça a été au travers de mon papa qui n'est pas du tout connecté à ça. Ouais. Et puis justement, la semaine passée, je me promenais au bord du lac, comme je te disais, c'est mon moment méditation à moi. Et j'ai dit à mon guide, ça fait longtemps que j'ai pas eu un petit signe de toi. Tu peux me donner un signe aujourd'hui que t'es là, quoi. Tu rappelles, hein, l'être humain, il a besoin de ça des fois. Oui. J'arrive chez ma grand-mère, on boit le café et tout ça. Puis au moment de partir, elle avait un truc à l'entrée avec des vieux journaux qu'elle avait pliés puis mis dans les poches pour faire un volume. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai été reprendre un de ces vieux journaux que j'avais pas touché depuis X milliers d'années, hein. Un journal qui datait de 1966, donc pour te dire à l'époque, hein. Et mon cousin qui prend aussi un morceau de journal parce que c'est rigolo de voir ces vieux journaux. Et là, je tombe sur un article et le monsieur s'appelait Arthur Besson, je crois. Ok, excellent. Et je me suis dit, ok. Ouais. De nouveau, tu te dis, c'est quoi une coïncidence? Ouais, tout qui... Mais voilà, ce jour-là, j'ai demandé et tout. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller prendre ce journal, de tomber sur ce paragraphe, alors que mon cousin, il avait un autre paragraphe complètement rien à voir. Donc voilà, il y a aussi plein de petites choses qu'il ne faut pas hésiter des fois à demander à la vie. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un signe? Peut-être ça va être une plume, d'être une pièce par terre. Peut-être ça va être une discussion, une pub à la télé, j'en sais rien. Mais si ça fait vibrer, si ça répond, faut juste dire merci, quoi. Puis, ouais. Et voilà. En tout cas, merci pour ta sincérité, avec ton plaisir. honnêteté et puis ta joie, parce qu'on sent que ça dégage quelque chose, c'est cool. Merci à toi pour m'avoir accueilli. Et puis tu me diras par rapport à ta page Facebook, je vous mettrai en description si vous êtes intéressé par sa page Facebook. Je mettrai le lien avec plaisir. Avec plaisir, oui. C'est sympa de pouvoir partager. Super. Ouais. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires si vous avez peut-être des questions pour elle, peut-être qu'elle peut aussi vous répondre si elle a envie, si t'es OK. Aucun problème. Super. Ouais. Super. À tout bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir suivi.